Si organiser de grands événements est un honneur pour le pays hôte, figurez-vous que les chefs d'État ne le font pas pour le peuple, mais pour eux-mêmes. Avec le cas particulier de Joseph Désiré Mobutu, qui lui prend le pouvoir suite à un coup d'État, fait pendre des politiciens, écœure les Congolais, les Zaïrois et fait peur à tout le monde entier. Cette vidéo vous permettra de comprendre l'intérêt caché derrière l'organisation d'une Coupe du Monde, d'une Coupe d'Afrique ou tout autre événement à portée mondiale ou continentale. Mobutu, le mal-aimé, l'incompris du peuple, sera totalement adulé après avoir rencontré Mohamed Ali et décidé d'organiser le plus grand combat de tous les temps et de l'histoire de la boxe dans son pays, le 30 octobre 1974. Prenez une feuille puis un stylo. Soyez attentifs. C'est parti. En juillet 1960, suite à l'indépendance de la République démocratique du Congo, Joseph Désiré Mobutu est nommé secrétaire d'État du gouvernement de Patrice Lumumba. Profitant de la mésentente entre les différents hommes politiques et du fait d'être l'un des seuls lumumbistes à avoir une expérience militaire, il évolue très rapidement dans la hiérarchie militaire et atteint la fonction de chef d'état-major adjoint en l'espace de quelques mois. C'est avec ce pouvoir et sous l'influence de l'ambassadeur de Belgique qu'il fait arrêter et assigner à résidence Lumumba en 1960. Il prend le pouvoir et met en place un gouvernement temporaire du nom du Collège des commissaires généraux. Rattrapé en chemin par des soldats de Mobutu pendant une tentative d'évasion, de fuite, Lumumba est mis en prison, où il est maltraité, torturé. Il est par la suite déporté à la République du Katanga de Moïse Chambé qui a fait sécession, d'où il est assassiné le 17 janvier 1961. Une grande partie du peuple congolais commence à grincer les dents et détester Mobutu. C'est ainsi sous la direction de Pierre Moulele, des rebelles partisans de Lumumba partent en guerre contre Mobutu. Ils occupent rapidement 2/3 du Congo, mais avec l'aide des États-Unis, Mobutu parvient à reconquérir l'ensemble du territoire. Après avoir réorganisé l'armée et étant soutenu par la CIA américaine, Mobutu mène le 24 novembre 1965 un coup d'État contre Joseph Kasavubu, le premier président de la République démocratique du Congo. Suivant une crise politique aiguë entre le président Kasavubu et le gouvernement ayant fait sécession de Moïse Chambé, ce coup d'État est acclamé, accepté de tous, mais suite à sa prise du pouvoir, tout va basculer. Arrivé au pouvoir, Mobutu, avec le service secret congolais du nom de la Sûreté nationale, a fait une vaste campagne de nettoyage politique dans l'optique de consolider son pouvoir. Le 2 juin 1966, la population a pu mesurer toute la détermination de Mobutu qui fit pendre sur la place publique 4 anciens ministres accusés à tort de complot. Il s'agit de Alexandre Mahamba, Jérôme Anani, Emmanuel Bamba ainsi que l'ancien premier ministre Évariste Kimba au stade Kamanyola qui fut renommé Stade des Martyrs de la Pentecôte en l'honneur de ces 4 hommes. Il demande l'extradition de Moïse Chambé, arrêté à Alger en 1969, afin de le faire exécuter également, mais l'Algérie refuse. L'ancien président Joseph Kasavubu est quant à lui placé en résidence surveillée jusqu'à la fin de ses jours, tandis qu'Antoine Gizanga s'est exilé. Après la mort de Pierre Moulele, chef de la rébellion Simba, en octobre 1968, Mobutu est débarrassé de tous ses grands rivaux. Mais ce n'est pas tout. En 1969, il fait écraser une grande révolte estudiantine. Les cadavres des étudiants abattus sont jetés dans des fosses communes et 12 étudiants sont condamnés à mort. L'université est fermée pendant 1 an et 2000 étudiants sont enrôlés dans l'armée afin de les discipliner. Il instaure un régime autoritaire, un parti unique. Le mouvement populaire de la révolution MPR, dont il devient le maréchal président en 1982, est le parti de tous. Mais dès le début des années de sa prise de pouvoir, Mobutu est craint et détesté par une frange de sa population. De même que sur la scène internationale où l'image du Congo est traînée dans le sang et procure le dégoût profond aux États étrangers. Mobutu se voit donc confronté à un grand problème à la fois au plan national et international. Pour remédier à cela, afin de récupérer l'amour de son peuple et redorer l'image du pays sur la scène internationale, Mobutu, qui est un visionnaire et panafricaniste dans l'âme, lance le plus grand projet de la fin des années 60 qui est l'authenticité, qui va débuter dès 1966 et qui sera inclus dans sa politique de zaïrianisation, qui sera à son tour effectif à partir de 1971.
En 1966, de nombreuses villes sont rebaptisées, comme Léopoldville qui devient Kinshasa. Les monuments coloniaux sont tous détruits. En 1967, le franc congolais est remplacé par une nouvelle monnaie, le zaï. Le zaï est arrimé au dollar américain, faisant ainsi de 1 zaï l'équivalent de 2 dollars américains. En 1971, il renomme à la fois le pays, le fleuve, sous le nom de Zaï. La même année, il impose un costume traditionnel, crée une version zaïroise costume occidental appelée l'Abacoste, abréviation de Aba le costume. Il oblige les Zaïrois à choisir des prénoms d'origine africaine et locale, plus de noms chrétiens, ce qu'il fait lui-même en passant de Joseph Désiré Mobutu à Mobutu Sese Seko Bendu Wazabanga. Ce qui signifie en langue lingala Mobutu le guerrier qui va de victoire en victoire sans que personne ne puisse l'arrêter. Mobutu, nouveau chef d'État, s'est donc engagé à regagner la confiance des milieux d'affaires étrangers aussi bien que de sa population. C'est dans ce cadre que lui et Mohamed Ali se rencontreront, mais on y arrivera un peu plus tard. Pour regagner cette confiance, toutes les puissantes industries minières du Kasaï et du Katanga finissent nationalisées. Les écoles publiques se développent et l'exode rural s'accélère. Les prix du café, du cuivre ou d'autres minéraux sont florissants, mais l'économie du pays est encore trop tournée vers l'exportation, ainsi donc fragile. À partir de 1973, le pays est gravement touché par une crise économique aiguë, causée par la baisse des prix du cuivre et l'augmentation de ceux du pétrole. La corruption se généralise au Zaïre et l'inflation devient galopante, tandis que Mobutu continue de nationaliser de nombreuses entreprises, aussi bien à son nom qu'à celui de ses proches. L'image du pays tombe une fois de plus dans les paumes, et Mobutu perd tout espoir pour redorer l'image de son pays. C'est dans cette configuration des événements que la solution viendra du premier pays partenaire de Mobutu, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis d'Amérique, les deux plus grands champions de boxe de l'histoire doivent s'affronter. Dans le coin droit, nous avons le challenger, the greatest, Cassius Clay, alias Mohamed Ali, qui a à son actif 45 combats, 43 victoires, dont 31 par KO et 2 défaites. Le plus grand boxeur poids lourd des 15 dernières années. Face à lui, dans le coin gauche, le champion en titre WBA, WBC, les 2 titres majeurs en poids lourd, la brute épaisse, le destructeur, the big judge, George Foreman. Son palmarès est démentiel, 40 victoires, 0 défaites et surtout 37 victoires par KO, c'est monstrueux. Foreman, fort de son titre olympique de 1968, s'impose très vite comme un grand boxeur. Entre 69 et 74, la multiplication de ses combats, tous expéditifs, lui permettent de se forger un palmarès énorme. Mais au-delà de ses victoires, ce qui est impressionnant, c'est la manière qu'il abat ses adversaires avec une puissance colossale, une droite ravageuse, des matchs qui durent moins de 3 rounds, dont 33 victoires avec le 4e round. Il est incroyable et tout le monde veut voir combattre Foreman. Face à cet incroyable Foreman se dresse The Greatest, Mohamed Ali, qui lui semble plus fragile que jamais. Après avoir refusé de partir au Vietnam en 1967, il est suspendu 3 ans et demi par la Fédération américaine de boxe. Il revient petit à petit aux affaires en 1970 en combattant 2 boxeurs de talent, l'Argentin Bonavena et le tout jeune Quarry. 2 victoires plus tard, son premier grand combat de reprise se profile. Face à lui se dresse son ancien ami, Joe Frazier. 3 mois après sa victoire sur Bonavena, Mohamed Ali paraît émoussé. Il est battu au point suite aux 15 rounds et c'est sa toute première défaite professionnelle. Dès cet instant, le gigantesque Mohamed Ali n'est plus invincible et tous les boxeurs rêvent de se faire un nom en le battant. Puis, un second faux pas face à Norton qui sonne la seconde défaite d'Ali fait vaciller le monde de la boxe sur ses fondations. Ali qui perd 2 combats. C'est la prise de conscience générale que l'homme le plus fort du monde est faillible. C'est dans cette atmosphère que Ali, âgé de 32 ans et vieillissant pour un boxeur, se voit confronté à un grand combattant pour le titre, George Foreman. Pour un combat d'une telle envergure, le marché est bousculé et tout le monde entier rêve d'accueillir ce duel. Parmi tous les prétendants, un jeune promoteur noir de 43 ans du nom de Donald King décide d'organiser l'événement. Sulfureux ayant eu à répondre par le passé de 2 homicides et de quelques arnaques, le Donald s'est reconverti dans la promotion de combats avec un succès mitigé jusqu'à cette époque. Mais déterminé, il s'engage à verser la coquette somme de 10 millions de dollars à répartir en 5 millions pour chacun des combattants. Une somme sur laquelle aucun promoteur ne pourrait s'aligner à cette époque.
Il remporte donc le marché et est chargé d'organiser le combat. Le seul problème, c'est que Donald n'a pas les 10 millions de dollars comme prévu. Il va au lendemain de sa victoire pour l'organisation de l'événement se lancer à la quête d'un sponsor efficace et de haut standing. C'est donc dans cette course désespérée aux sponsors qu'un consortium est créé pour pallier le manque de financement de Donald King. Mais très logiquement, les fonds levés sont largement insuffisants. Il a alors l'idée de se tourner vers des investisseurs étrangers au continent américain et le combat devient de plus en plus improbable. C'est à cet instant que les chemins de Mohamed Ali et Mobutu vont se croiser. Le président Mobutu est d'ores et déjà un immense fan de boxe. Le Zaïre, divisé en pleine période de zaïrification, dont l'objectif principal est de construire la nation zaïroise à tous les plans, mais surtout culturellement, voit son président Mobutu qui lui fait face à une population majoritairement sceptique à sa gestion du pays et une frange qui le déteste profondément, sans oublier la communauté internationale qui le traite de dictateur sans cœur. Afin de séduire son peuple, l'unifier derrière lui, tout en redorant l'image du drapeau zaïrois sur la scène internationale, Mobutu va saisir ce moment, d'autant plus qu'il s'agit d'un événement sportif à connotation mondiale. Mobutu décide donc de sortir le chéquier et paraffe un joli contrat de 10 millions avec Don King. Mais Mobutu est très clair, car l'une des conditions pour la signature du contrat est que le combat devra inéluctablement se dérouler au stade du 20 mai de Kinshasa, dans son pays, au Zaïre, l'actuelle République démocratique du Congo. Don King, face à cette condition, se voit donc coincé. Il ne peut pas refuser. Il n'a plus que quelques jours pour boucler l'organisation du combat. Ainsi, très vite, il accepte la condition et le match aura lieu, bel et bien au cœur de l'Afrique, dans l'un des pays les plus instables du monde, les plus critiqués et incompris dans la forêt africaine. C'est ainsi que le nom de l'événement qu'ils vont vendre aux médias sera Rainbow in the Jungle, le combat dans la jungle. Ce combat est donc officiellement programmé pour le mois de septembre 1974. Les deux adversaires arrivent en juin pour s'acclimater aux températures et surtout à l'humidité du Zaïre. Leurs préparations respectives sont bien menées, mais déjà les différences entre les deux boxeurs sont énormes. Mohamed Ali, lui qui représente l'homme noir qui a refusé de servir de chair à canon dans la jungle Viet Cong. Foreman, quant à lui, essaie pour sa part de se faire aimer comme il peut, mais le contraste est saisissant. Toutes les sorties de Ali entraînent des attroupements énormes de gosses qui courent avec lui. Les sorties de Foreman, quant à elles, sont totalement un échec. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase est quand Foreman a débarqué devant les micros et les caméras avec son berger allemand, un chien qui était utilisé par les colons belges pour mater les tentatives de rébellion des populations zaïroises. Cette boulette a totalement politisé le combat et détruit la réputation de Foreman aux yeux des Zaïrois. Ali, profitant de cette erreur, continue de convaincre en parlant au nom de tous les Noirs d'Afrique et tous les Afro-Américains devant les caméras, exprimant la dignité et l'avenir, parlant de la grandeur et du courage des Noirs à l'image du Zaïre. Mais les coups durs ne s'arrêtent pas là pour Foreman. Pendant son entraînement, l'un de ses sparring partners motivé va frapper Foreman et lui ouvrir le coin de l'œil. Cette blessure est pénible. Il est donc incapable de monter sur le ring dans un tel état. Il faut attendre que son arcade cicatrise et c'est le cœur gros qu'il demande à repousser le combat. Et tout naturellement, Mohamed Ali accepte. Pendant ce temps, Mobutu, par le canal de Mohamed Ali, profite de la blessure de Foreman pour faire le tour du Zaïre afin d'entrer en contact avec la population largement conquise et faire la promotion du paysage, de la culture, de l'espace zaïrois dans son entièreté avec tous les médias du monde derrière lui jusqu'au jour du combat. Pendant cette tournée, Ali va jusqu'à apprendre des mots en lingala et l'hymne national du Zaïre sans citer plein d'autres choses. Pendant 3 jours, et ce avant le combat, afin de braquer les regards du monde entier sur lui, Mobutu fait organiser un festival style Woodstock africain. Pour partager une dimension idéologique et culturelle, soutenant la cause du Zaïre, qui est pour Mobutu le pays le plus panafricaniste que le monde entier devrait voir, Don King, suivant les conditions imposées par Mobutu, va permettre à ce que dans le DC-8 charter un spécial engin aérien qui lui va se poser à l'aéroport de Kinshasa, enveloppé dans l'obscurité profonde d'une nuit tropicale. Se verra atterrir donc sur le tarmac, envahi par une foule enthousiaste et inhabituelle de nombreuses stars de la musique venues d'outre-Atlantique pour 3 jours de live. James Brown, B.B. King, le Fania All Stars, Celia Cruz et Sister Sledge.
Pour amplifier sa communication et s'attirer l'amour aussi bien de son peuple que du monde entier, Mobutu invitera également les artistes africains pour leur part de festival dans le grand stade de la capitale. Ainsi, de nombreuses stars seront présentes avec le trio Majesty, tout comme ses compatriotes Taboulé Rochoro, Franco et son OK Jazz ou encore Papa Wemba lorsqu'il officiait au sein des Aïko Langa Langa. Venu de Guinée, il y avait également l'incroyable Myriam Makeba, sans oublier le Camerounais Manu Dibango et bien d'autres stars. Ce fut un grand moment de plaisir pour les Zaïrois qui commençaient à s'attacher au président Mobutu. Au stade du 20 mai, lieu du combat, le 30 octobre 1974, dans cette enceinte sportive, les chants traditionnels sont entonnés. Les hommes et les femmes en pagne et boubou traditionnels assurent le spectacle avant l'entrée des deux protagonistes. Et les Zaïrois, dans l'émotion, chantent à l'unisson, scandent le nom du président qu'ils détestaient en partie. En un mot, les Zaïrois se sentent fiers d'être Zaïrois. Au beau milieu de cette foule est conçu un trône au sommet de la tribune présidentielle avec un gigantesque portrait de Mobutu. De son altitude marquée d'une sérénité incroyable, il toise la foule de son regard protecteur. On sent la présence du président. Il est celui grâce à qui le Zaïre existe. Il est celui grâce à qui l'Afrique a son combat. Il est celui grâce à qui Ali est venu. L'image est très claire. Mobutu n'a pas créé le Zaïre, mais Mobutu, c'est le Zaïre. Ainsi, ce combat qui oppose d'un côté le champion en titre George Foreman, qui est marqué du sceau du colon, celui qui travaille pour l'Occident, et veut honner l'Afrique, qui est incarné ici par Mohamed Ali, le véritable Africain, celui qui lutte pour le panafricanisme et le respect de la peau noire, est sur le point de débuter dans un stade plein comme un œuf. Mohamed Ali, qui a réussi l'exploit de faire cristalliser une véritable haine autour de Foreman, a conquis les Zaïrois qui se voient en lui et tous les Noirs du monde qui se sentent en Mohamed Ali. Le match est nocturne, 3 h du matin, heure zaïroise, pour garantir à un public mondial, mais spécialement les Américains privilégiés, de voir le combat et surtout pour pouvoir vendre l'événement au prix fort. Le match se déroulera à 1 heure de grande écoute aux États-Unis. Ali entre le premier, acclamé par une foule déjà conquise. Les Zaïrois scandent son nom avec un slogan Ali Boumaye, qui signifie Ali tue-le. Le stade vibre. Il entre dans l'arène comme un fils revenant au pays. Foreman, quant à lui, en tant que champion, fait son entrée quelques minutes plus tard. Mais il est accueilli comme si de rien n'était. Et pendant ce temps, ce même public scande Ali Boumaye. Au début du combat, Ali s'échauffant en lançant des droites gauches, c'est la foule qui s'extase. L'atmosphère est incroyable. Tout le monde est pro-Ali, pro-africain, pro-panafricaniste. C'est l'image du Zaïre qui est vendue. Au moment où la cloche sonne, Ali est le premier à frapper. Une droite qui passe et c'est toute la foule qui hurle. Chaque fois que Foreman essaie d'enchaîner, Ali la grippe. Chaque fois que Foreman avance en oubliant un tant soit peu sa garde, Ali le punit d'un direct du droit en pleine face. Après 1 minute de combat, Foreman a déjà pris 3 coups à la tête. Ali l'avait promis, il le fait. Il danse autour de Foreman. Et le peuple zaïrois, séduit, continue de scander Ali Boumaye. À chaque coup donné par Mohamed Ali. Les rounds s'enchaînent et tout le monde commence à croire en une potentielle victoire de Mohamed Ali, sachant que Foreman ne dure pas dans ses combats. Pour la 3e fois seulement de sa carrière, Foreman va devoir combattre dans un 5e round. À la toute fin du 8e round, épuisé et incapable de lever le bras gauche, Foreman prend les directs du droit de Mohamed Ali en pleine face. Sur un enchaînement terrible, 2 droites et 3 jabs, d'une vitesse folle, Foreman part au tapis. Ali, poussé par la foule, vient d'électrocuter son adversaire. C'est une combinaison incroyable. Foreman, dans un dernier effort, se remet sur les pieds. Mais relevant une tête qui a l'air de peser 300 kg, il aperçoit le geste sans équivoque du référent. L'arbitre a fini de compter et le boxeur texan s'est relevé 1 seconde trop tard. Le match est terminé. Ali redevient champion du monde, poids lourd de boxe WBA-WBC. Et le Zaïre se sent champion, à l'image de son champion. Dans un stade en fusion, celui que le Zaïre a traité comme son fils vient d'apporter plus qu'une victoire sportive à ce peuple. Il est leur espoir, l'espoir d'un continent, l'espoir d'un mouvement. C'est le moboutisme qui est mis en avant. Ali est l'ambassadeur à vie de Kinshasa et pour s'en convaincre, il n'aura qu'à penser au plus grand match du XXe siècle, Rainbow Ndjengo, où la victoire d'un boxeur plus africain qu'américain s'est dessinée. Suite à ce combat au plan national, le peuple zaïrois s'est tourné et a accepté Mobutu comme son président sans grande révolte comme autrefois et certaines études montrent que les Zaïrois étaient tous prêts en cas de véritable élection
a voté Mobutu suite à la forte sensation qu'il les a fait vivre. Sur la scène internationale, le Zaïre est devenu pour le monde entier l'une des premières images du continent et un véritable partenaire potentiel, attirant ainsi la Chine et ses alliés qui en voulaient à Mobutu, mais surtout les pays du Moyen-Orient qui allaient à tour de rôle collaborer avec le Zaïre de Mobutu. C'est donc ainsi que les chefs d'État organisent des événements à grande échelle, non pas pour directement faire plaisir au peuple, mais pour avoir l'amour de celui-ci et attirer les regards sur le pays pour créer des partenariats. Que ce soit la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique et tout autre événement à caractère international mondial, l'objectif reste le même. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait et de liker la vidéo avant de la partager pour que la communauté noire puisse prendre conscience des actions des hommes politiques et de la politique. Ici, on apprend à mieux comprendre la politique. D'ici là, porte-toi bien et à très bientôt.